Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'un jeu complet sur GameMaker Studio 2. Cette vidéo sera consacrée à la création d'un jeu de type Space Rock, donc un jeu assez simple qu'on va pouvoir créer entièrement assez rapidement. Donc c'est un jeu avec le vaisseau du joueur, des gros astéroïdes qui vont se diviser en plus petits. On a un système de scoring qui évolue en fonction du niveau. Au plus on va détruire d'astéroïdes, au plus le niveau va augmenter. Et donc la vitesse et le nombre des astéroïdes maximum à l'écran va augmenter lui aussi. Ce guide s'adresse à tout le monde à partir du moment où vous avez l'envie de créer du jeu vidéo, que vous partiez vraiment de zéro, que vous soyez novice ou que vous soyez un débutant avec un petit peu plus de base. On va vraiment tout revoir de A à Z et on va vraiment survoler la plupart de toutes les fonctionnalités de GameMaker, histoire d'avoir un aperçu de ce qu'est la création de jeu sans vraiment trop rentrer dans le détail. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser GameMaker? Parce que déjà c'est léger et ça marchera, ça fonctionnera sur la plupart des machines, même si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme, ça va marcher vu que c'est de la 2D. On va pas travailler des assets trop lourds et le moteur en lui-même est pas trop lourd pour n'importe quelle machine. En plus de ça, c'est gratuit pour tous les projets non commerciaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comptez pas commercialiser votre projet, donc si vous êtes en phase de test ou que vous développez simplement pour vous ou pour jouer avec des amis, eh bien ce sera 100% gratuit. Et après, même quand vous voulez faire un projet commercial, c'est pas si cher que ça. On en parlera un petit peu plus en détail après. GameMaker Studio 2, c'est un moteur exclusivement 2D. Alors la 2D c'est plus simple parce qu'il y a un petit peu moins de choses à gérer que la 3D, donc c'est un petit peu plus simple pour les débutants, mais ça n'empêche pas que c'est tout aussi complet et c'est exactement la même programmation que pour des jeux 3D. Ensuite, GameMaker Studio 2, c'est un outil ultra puissant et complet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'imagination et de l'idée, il n'y a aucune idée que vous ne pourrez pas faire sur GameMaker Studio 2, avec beaucoup de travail et de patience et d'imagination. Et il y a également beaucoup de ressources. Sur GameMaker Studio 2, il y a une énorme communauté, donc il y a beaucoup de documentation, de guides et d'assets, c'est-à-dire toutes les ressources images, animations, de personnages, etc. que vous pourrez trouver gratuitement et en version premium sur internet. Donc on va vraiment avoir tout ce qu'il faut pour commencer gratuitement la création de jeux et pouvoir se lancer tout de suite. On a vraiment tout ce qu'il faut pour tous les styles de jeu. Alors dans ce guide, ce que nous allons apprendre, pourquoi est-ce qu'on va partir sur le petit jeu Space Rocks? Parce que déjà c'est un jeu très simple qu'on va pouvoir finir en une vidéo. Ça va permettre de motiver ceux qui sont peut-être les plus peureux ou qui savent pas trop par où se lancer. Ça va vous motiver de voir que vraiment, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais peut-être qu'en une heure déjà vous allez avoir un jeu fonctionnel avec un exécutable, un installeur, etc. Et vous allez voir que c'est possible et que vraiment c'est très très simple. Alors dans ce guide, nous allons voir les bases du fonctionnement du code. On va vraiment survoler la manière dont fonctionne le code dans le jeu vidéo. On va pas du tout rentrer dans le détail, on va juste en voir les bases. On va commencer à prendre en main le moteur GameMaker Studio 2. On va créer des objets en créant l'objet du vaisseau du joueur ainsi que les astéroïdes. On va gérer les images de ces 10 objets, les mouvements, les rotations, les collisions entre par exemple le projectile du joueur et un astéroïde ou entre le joueur lui-même et un astéroïde. Ensuite, il y aura le scoring. Donc à chaque fois, on va marquer du score à chaque fois qu'on va toucher les astéroïdes. Et il y aura même une sauvegarde du meilleur score pour pouvoir la revoir à chaque fois que vous relancerez le jeu, que vous aurez quitté et relancé le jeu. Après ça, on mettra en place un menu de démarrage du jeu et un game over. Puis ensuite, on pourra lancer une fois qu'on aura perdu la partie. Et enfin, on compilera le projet dans un dossier avec soit un exécutable directement, soit on compilera dans un installeur pour que les personnes à qui vous enverrez l'installeur puissent installer le jeu et le désinstaller sur leur machine. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous rendre sur gamemaker.io pour télécharger le moteur de jeu, et vous pouvez même aller voir le showcase ainsi que les blogs de la communauté, les différents articles pour voir un petit peu ce qui se fait sur GameMaker. Vous allez voir qu'il y a pas mal de jeux indés assez connus. Si vous allez un petit peu sur le Game Pass, etc., il y a pas mal de jeux que vous avez peut-être déjà aperçus là-bas, et vous aurez un aperçu de la puissance de ce moteur. Donc vous pouvez tout de suite télécharger GameMaker et on est parti pour aller créer le projet. Une fois installé, nous voici dans GameMaker. Alors si jamais c'est pas dans le langage que vous souhaitez, ça va être ici dans Fichier et Préférences.
Et on va tout de suite créer un nouveau projet. Alors, dans GameMaker, il y a des assets déjà prédéfinis. Vous allez voir qu'ici, en cliquant sur Nouveau et Game, ici, on peut soit créer un projet en partant de zéro, soit créer un projet avec des ressources déjà fournies par GameMaker. Si on se met sur le premier, le jeu qu'on va créer ici, donc le Space Rocks, qu'est-ce qu'il nous propose? Déjà, premièrement, il nous demande si on veut quel langage de script on va utiliser, le GML code ou le GML visual. Il y a deux manières de créer et de programmer des jeux sur GameMaker, soit par le code, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, soit par une méthode un petit peu plus visuelle qui est du glisser et déposer. Vous glissez et déposez des arguments, vous les liez entre eux et c'est ce qui va faire les connexions logiques de votre jeu. J'apprécie pas particulièrement cette méthode. Donc nous, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le code. Et vous allez voir que le code de GameMaker est vraiment très simple. Alors c'est parti, vous pouvez créer, donner un nom à votre jeu. Donc moi je vais l'appeler Guide Space Rocks. Donc vous pouvez donner le nom et la destination que vous voulez et c'est parti. Le fichier est créé, nous voici dans l'éditeur, il ne nous reste plus qu'à coder des jeux. Avant, on va vérifier 2 ou 3 petits paramètres. Déjà, je vais enlever ici, moi je suis sur un PC portable et donc par défaut, le mode PC portable est activé. Moi je l'enlève parce que ça me gêne pour la navigation. Donc je vous conseille de l'enlever ici. Ensuite, quand on va vouloir tester notre jeu, ça va lancer une application. Et donc par ici, vérifiez bien que c'est soit test qui est sélectionné, soit Windows si vous êtes sur Windows, Mac si vous êtes sur Mac, etc. Donc que ça correspond bien soit à test si vous êtes sur test, c'est pas gênant, ou bien sur Windows. Comme ça, quand vous allez lancer le jeu ici, on peut le faire dès maintenant parce que le moteur est prêt à simuler le jeu. Et bien voilà, donc l'application c'est ça. Donc là ça fonctionne bien comme il faut. Si jamais ici vous sélectionnez gx.games, ça va ouvrir le jeu dans le navigateur et c'est pas ce qu'on veut et les autres ça va pas simuler l'application correctement. Donc là pour ces fonctionnalités on est bon. Un dernier petit truc, on va aller ici dans Fichier, Préférences et ici vous avez les paramètres Feather normalement. Et ici vérifiez bien à ce que ce soit décoché comme moi ici. Parce que sinon c'est une espèce de correcteur automatique comme vous avez sur les logiciels de traitement de texte comme Word. Vous avez des espèces de gribouillis des fois quand vous faites des fautes d'orthographe. Et là dans le code en fait des fois il faut respecter une certaine convention, une manière d'écrire. Il va chercher sinon à le corriger. Et comme moi pour vous, pour le bien de ce guide, je vais simplifier des fois ma manière d'écrire pour qu'elle soit plus lisible, et ben ça va pas lui plaire, il va vouloir corriger. Donc moi ça me plaît pas. Donc on désactive ça. Donc on a désactivé ça, on a désactivé le mode PC portable, on a bien mis l'application ici, on a bien réglé ça comme il faut, et on est prêt à y aller. Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc on a ici classique, fichier modifié, etc. Tout ça on connaît. Ici ce sont tous les paramètres de jeu. On va pouvoir lancer le jeu, l'arrêter, le débugger ici. Là on va avoir les paramètres de jeu, le titre, etc. Tout ça on verra plus tard. À droite ici c'est ce qui va nous intéresser tout le temps. On va tout le temps naviguer ici. C'est les assets. Comme vous voyez ici on a plein de fichiers qui ont été créés. Et il n'y en a que 2 ici qui sont colorés, qui sont grisés, qui sont Rooms et Sprite. Donc Rooms c'est notre salle de jeu, hein. Pour l'instant c'est notre espace de jeu on va dire. Quand je lance le jeu c'est ce qui s'affiche à l'écran, c'est ici vous voyez. Donc là la room 1 ici c'est ça. Pour l'instant il n'y a rien dedans mais c'est là qu'on va ajouter notre joueur, nos astéroïdes, etc. Et si jamais on avait un jeu avec plusieurs niveaux, eh ben on aurait plusieurs rooms ici, une par niveau par exemple. Voilà, ça c'est une des possibilités. Et là on a un dossier ici qui s'appelle Sprite. Sprite c'est les noms des images dans les jeux tout simplement, qu'on va assigner à des objets. Donc là on va avoir l'image d'une balle, l'image de notre joueur par exemple, donc ça va être le vaisseau du joueur, et les astéroïdes ici. Donc ça c'est les deux seuls dossiers qui sont remplis pour l'instant. Alors tous les autres on va les supprimer. Donc je sélectionne, je fais supr. Comme ça on va s'y retrouver plus facilement. Vous pouvez même donner une couleur en cliquant du droit sur les dossiers. Vous pouvez donner une couleur histoire de vous repérer plus facilement dans tout ça. Voilà, mais on apprendra avec le temps et au fil des guides à se familiariser avec GameMaker, avec toutes ses fonctionnalités. Pour l'instant on va pas rentrer vraiment dans tout le détail parce que comme je vous ai dit ça va être créé assez vite. Donc à droite ici, c'est donc le navigateur d'assets. On peut naviguer dans tous les fichiers et les dossiers de notre jeu.
Ici, ça va être notre espace de travail. Hein. À chaque fois qu'on va sélectionner une room, un objet ou un sprite, on va pouvoir le modifier ici, en modifier tous les paramètres, comme ici dans ma pièce. Et ici, on a l'inspecteur, donc qui rajoute encore des paramètres qu'on va pouvoir modifier. Par exemple, ici, tous les calques de ma pièce où je vais pouvoir ajouter des objets par calque. Et on a ici tous les paramètres, la largeur, la hauteur de la pièce. Ici, on va pouvoir gérer les caméras, etc. Si jamais je sélectionne un sprite, eh bien, je vais plutôt avoir ici l'inspecteur avec tous les paramètres concernant les sprites. Bon, on va pas rentrer plus dans le détail, on va tout de suite commencer la conception du jeu vidéo. Et alors par quoi on commence? Eh bien on va tout de suite créer le vaisseau de notre joueur. Plutôt que de passer un long moment à faire de la théorie, je préfère qu'on pratique tout de suite, on fasse le jeu tout de suite, même si vous n'allez pas comprendre la majorité de ce que vous allez faire tout de suite. On va faire le jeu et après on va décortiquer. On va déjà faire le vaisseau du joueur, faire ses mouvements, et puis après on va décortiquer petit à petit qu'est-ce qui se passe dans notre code et pourquoi. Alors la première des choses à faire, c'est qu'on va créer un objet pour le joueur. Donc déjà je vais créer un dossier. Donc créer un groupe, je vais l'appeler player, et c'est dedans que je vais créer un objet. Donc je vais créer ici, et objet, et je vais l'appeler obj. Vous allez voir plus tard que ce sera plus simple de retrouver notre objet si on commence par obj. On va nommer tous nos objets comme ça en commençant par obj underscore player. Et dans mon dossier, je vais également déposer le sprite comme ça. Et là, je sais que tout ce qui est en rapport à mon joueur, moi j'ai tendance à le mettre en rouge, eh bien c'est ici. Je double-clique sur l'objet player, il est bien sélectionné ici, et vous voyez que ici, je peux lui attribuer déjà un sprite. Alors je vais glisser, déposer ici mon sprite. Et mon objet, il a bien ça comme image. Si je vais tout de suite dans la pièce et que j'y dépose mon objet, à peu près au centre, comme ça, et que je lance l'application, on va voir tout de suite le vaisseau de notre joueur qui apparaît au centre. Bon, il n'y a plus qu'à coder ces mouvements maintenant. Et alors, où est-ce qu'on écrit du code dans GameMaker? Eh bien, c'est directement dans l'objet. Chaque objet va exécuter du code qui lui est associé, en ajoutant ici des événements. Les événements, ce sont les moments où ce code va s'exécuter. Est-ce que je vais exécuter ce code à la création de mon objet? Est-ce que c'est quand je lance le jeu et que l'objet se crée que ce code va s'exécuter? Est-ce que c'est quand l'objet player va être détruit que je vais exécuter ce code? Etc, etc, etc. On peut avoir par exemple une interaction si je clique sur cet objet. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'appuie sur une touche précise de mon clavier, c'est tout ce qui va nous intéresser. Et moi, ce que je vais sélectionner ici, c'est étape. C'est ce qu'on va créer la plupart du temps. On va surtout faire créer, étape et dessiner. Étape, c'est un code qui va s'exécuter à chaque frame de notre jeu, et dites-vous que dans tous les jeux vidéo ça fonctionne comme ça. Si vous avez un jeu vidéo devant les yeux qui a 60 images par seconde, eh bien tout le code du jeu va être exécuté 60 fois par seconde pour calculer 60 fois par seconde quelle image il doit vous renvoyer devant les yeux. Et notre vaisseau de joueur ici par exemple, si on est à 60 fps, eh bien 60 fois par seconde, il va calculer ses déplacements, ses mouvements pour nous les afficher 60 fois par seconde. Je ne sais pas si vous comprenez ou si c'est encore un petit peu flou pour vous, mais on comprendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Dites-vous juste que pour l'instant, on ajoute un événement étape ici dans notre joueur et c'est ça qui va exécuter le code. Et pour l'instant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire la rotation de notre joueur. On va vouloir à ce qu'il tourne sur lui-même. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va attribuer les touches flèche gauche et droite pour l'instant, on va pas se prendre la tête. Alors qu'est-ce qu'on veut clairement? Dans ma tête, en français, je vais me dire, si j'appuie sur la touche gauche, je veux qu'il tourne vers la gauche. Alors quand j'ai créé mon objet, quand je l'ai posé dans la pièce, il a une valeur, il a des variables qui lui sont attribuées cet objet. Par exemple, si je mets ma souris sur lui là, vous voyez, ici là, il y a la position de la souris. Donc ça, ce sont des valeurs en X et en Y, c'est sa position par exemple. Et bien ça, c'est enregistré dans cet objet si vous voulez. Et il a tout plein d'autres variables, comme ça on appelle ça des variables, là où on stocke des valeurs. Il a tout un tas de variables comme ça qui sont stockées en lui avant qu'on les ait créées par le code. Déjà, il a plein de variables en lui cet objet, dont une variable par exemple qui est la rotation de l'image, qui est sa direction, sa vitesse, sa taille, etc. Et donc nous, par exemple, si on veut faire tourner notre objet là, on va tout simplement faire tourner son image. Donc là, ce que je me dis, ce que je veux faire là, la première étape, ce que je veux faire, c'est que si j'appuie sur la touche gauche,
alors je fais tourner l'image du joueur. Si j'appuie sur la touche droite, je la fais tourner dans l'autre sens. Et après on dira que si j'appuie sur la touche du haut, je fais accélérer mon vaisseau. D'accord ? Bon, ben, je vais vous montrer par le code comment on fait ça. Alors déjà, pour poser une condition, c'est if. Donc if, ça veut dire si. Donc c'est la condition. Si ce qui se passe en parenthèse, alors ce qui se passe en crochet. Ça s'écrit toujours comme ça dans le code. Donc si il se passe ça, alors il se passe ça. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier si on a appuyé sur la touche gauche? Il y a une fonction qui s'appelle keyboard check, qui vérifie si on appuie sur une touche du clavier. Et la flèche gauche, ça va être VK left. Donc ça, cette fonction dans GameMaker veut dire si tu appuies sur la touche gauche. Le fait d'avoir mis if dedans, donc ça va être une vérification. Si jamais cette touche-là est bien appuyée, eh bien le code qu'on va écrire là va être exécuté. C'est-à-dire de faire tourner notre joueur. Comme je vous disais tout à l'heure, l'objet a de lui-même une variable qui contient la rotation de son image, et par défaut elle est de 0. Cette variable, ça s'appelle image angle. Vous voyez, ça s'écrit en vert. Si jamais je finis pas, il y a écrit ici, vous voyez, variable intégrée. Donc c'est une variable qui est déjà intégrée à l'objet. C'est le cas de toutes les variables que vous verrez affichées en vert. Donc il a une variable qui est égale à 0, mais moi j'aimerais que si j'appuie sur gauche, on fasse tourner donc vers la gauche, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le vaisseau, donc par là. Et par défaut, dans GameMaker, la direction, c'est 0 à droite. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais cliquer avec ma molette là sur Image Angle, et ça va m'ouvrir le guide de GameMaker, le manuel. Alors vous voyez, ils le disent ici, cette valeur définit la rotation de sprite et est mesurée en degrés, la droite étant à 0. Donc comme par défaut, je vous ai dit que c'est réglé à 0, donc par défaut, il regarde à droite. Et là c'est parfait parce que l'image qu'on a, elle est réglée sur la droite, donc c'est parfait. Donc si jamais, là qu'est-ce qu'ils me disent? Le haut est à 90 degrés, la gauche à 180 degrés. Donc si je rajoute en fait de la valeur à Image Angle, ça va tourner de la droite vers le haut. Donc finalement il tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc si j'augmente cette valeur, il tourne vers la gauche. Si je réduis cette valeur, il tourne vers la droite. Alors on va tester ça. Donc si jamais j'appuie sur la touche gauche, je veux que l'angle de mon image, qui est de 0, soit égal à l'angle de mon image, moins 1. Plus 1, pardon, pour aller sur la gauche. Alors quand vous écrivez comme ça une déclaration, une instruction, veillez à terminer par un point-virgule. Ça n'est plus toujours obligatoire maintenant, mais veillez à toujours le faire. Quand on donne une instruction à GameMaker, et dans le code en général, dans la plupart des langages de programmation, c'est pour ça qu'on s'habitue à le faire, c'est pas plus mal, eh bien on termine par un point-virgule. Ça veut dire on passe à l'instruction suivante. Là si je veux, je peux écrire une autre instruction, d'accord? Mais là on va tester déjà, si en appuyant sur la touche gauche, je fais tourner mon vaisseau. Voilà, ça marche parfaitement. Donc là on va essayer de le faire tourner quand même un petit peu plus vite. Donc on va mettre la valeur de 3. Je vais tout simplement mettre 3 ici pour qu'il tourne plus vite. Et je vais copier en ne sélectionnant rien ici. Si je fais CTRL-C, ça va sélectionner la ligne entière. CTRL-V en dessous. Et donc ici, ça va être la touche VK Right pour vérifier si on a bien touché sur la flèche droite sur le clavier. Et donc là, on va diminuer la rotation de l'image de 3 degrés plutôt, avec la touche droite. Et normalement, là, on arriverait à faire tourner notre vaisseau dans les deux sens. Ouais, c'est parfait et c'est un petit peu plus rapide. Donc c'est parfait. Maintenant, j'ai envie de lui ajouter du mouvement. Et en plus de ça, j'ai envie que le mouvement se contrôle un petit peu par inertie. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple dans GameMaker. Donc pour ça, on a dit qu'on voulait que ce soit avec la flèche du haut. Donc pour ça, c'est simple. Ici, je vais dire if keyboard check VK up. VK up. Donc ça veut dire si on touche sur la flèche du haut. Bon, ben là, on va pas toucher à la rotation de notre image, on est d'accord? On va vouloir ajouter du mouvement, ajouter de la vitesse. Donc ça, c'est la fonction motion add. Donc c'est une fonction incluse dans GameMaker. Donc c'est une fonction, donc tout de suite, il y a des parenthèses. Et là, dans GameMaker, en bas de la fenêtre, qu'est-ce que ça nous dit?
ça nous donne toujours les arguments. Ce qu'il y a entre parenthèses, ce sont les arguments qu'on va préciser à cette fonction. Par exemple, la fonction keyboard check, on précise quelle touche on veut qu'il soit appuyé. Ben là, on lui dit ajoute du mouvement. Oui, mais ajoute du mouvement. Et là, il nous précise dans quelle direction et à quelle vitesse. Ben, la direction, c'est simple. On l'a modifiée grâce à nos touches. Donc, la direction qu'on va prendre, c'est la direction de l'image. Donc, quelle direction? Image angle. Et quelle vitesse? On va rajouter 0,2 pour essayer. Je sais plus ce que j'ai mis dans les tests, peut-être 0,1. Et on va essayer. Et après, je vais vous expliquer à quoi ça sert exactement, concrètement. Donc, gauche et droite, on peut tourner, ça c'est bien. Et flèche du haut, on ajoute, là j'ai juste appuyé un tout petit peu. On ajoute un petit peu de mouvement. Et si je me retourne, vous voyez, le mouvement continue par inertie. Et là, il faut que je rappuie sur flèche du haut pour rajouter de la vitesse dans l'autre sens. Et si je reste appuyé très longtemps, ben là, je peux aller très vite. Non, mais j'avais dû mettre 0,2 pour les tests parce que là, ça va pas assez vite. Hop, je relance pour voir. Ouais, c'est parfait. Donc là, c'est assez sympa, là, ce mouvement par inertie, là, ça me plaît bien. Là, ce qu'on aimerait, par contre, c'est pour ne pas perdre notre vaisseau, parce que là, si je vais dans l'autre sens, là, je sais même plus où je suis, et on va se perdre vraiment dans l'infini, parce que si jamais des objets sortent de l'écran comme ça, GameMaker va agrandir la room virtuellement, et peut aller jusqu'à l'infini. Et là, ça peut vraiment commencer à faire ramer la machine qui fait tourner l'application. Donc ça nous va pas. Et en plus de ça, dans le gameplay, nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand le vaisseau passe d'un bord de l'écran comme ça, il ressorte de l'autre par symétrie. Et bien là, c'est pareil dans GameMaker. Il y a une fonction qui nous permet de faire ça. Alors là, on n'a pas de conditions spécialement à mettre. On a juste à mettre la fonction comme ça qui s'appelle Move Wrap, je crois. Ouais, c'est ça, Move Wrap. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous demande cette fonction comme argument Move Wrap? Move Wrap, ça veut dire vraiment, voilà, ça veut dire agis par symétrie. Si jamais on dépasse d'un bord, tu ramènes de l'autre. Donc là, elle nous demande horizontal, vertical et marge. Donc ça veut dire, est-ce qu'on le fait horizontalement, est-ce qu'on le fait verticalement? Donc on pourra choisir de le faire que horizontalement, que verticalement, ou les deux, ou pas du tout. Et à quelle marge? C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait tout de suite? Si je mets 0 de marge, dès que ça passera le bord de l'écran, tac, il va passer de l'autre côté. Ou si jamais je mets une marge, admettons, de 100 pixels, de 200 pixels, de 300 pixels, eh ben ça va attendre qu'il ait dépassé de 300 pixels le bord de l'écran pour passer de l'autre côté à 300 pixels de l'autre bord de l'écran. D'accord? Donc déjà, horizontal, oui. Donc là, ce qu'il nous demande, quand il nous demande oui ou non, vrai ou faux, c'est ce qu'on appelle du binaire, c'est ce qu'on appelle du booléen. Je rentrerai dans ces détails-là plus tard. Je vais beaucoup le répéter, ça, je rentrerai dans les détails plus tard. Mais bref. Et donc les booléens, ça se met en général, je pourrais mettre 0 ou 1. Et moi, j'aime bien mettre true ou false, d'accord? Donc true pour vrai, false pour faux. Donc pour oui ou non. Donc là, true et true. Oui, je veux que le wrap se fasse horizontalement et verticalement. Et quelle marge? Alors là, c'est intéressant. Il va falloir qu'on aille voir dans le sprite player. Là, vous allez voir ici, un petit point ici, qui est l'origine de notre image, de notre sprite. Le sprite est assigné à un objet. Et l'objet, il a une position précise. En X et en Y, en nombre de pixels. Admettons que mon écran fasse 100 par 100 pixels. Si mon objet est pile poil au milieu, sa position en X et Y, c'est 50-50, d'accord? Il est en X égale 50, Y égale 50. Parce que l'écran fait 100 par 100 et lui, il est pile poil au milieu, d'accord? Mais donc, mon objet, il a un point précis. Mais une image, elle ne fait pas un seul pixel précis. Une image, c'est plus grand. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer le fait que cette image soit plus grande? Comment est-ce qu'on fait pour calculer à quel moment le joueur passe au bord de l'écran et que c'est pas son image? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que l'origine entre en jeu. Quand on a appliqué cette image à notre joueur, cette image va être dessinée à partir de son origine. C'est-à-dire que par rapport à cette image, l'origine précise de notre joueur, c'est là. Ça, c'est la coordonnée précise de l'objet player.
Mais nous, on ne veut pas donc que ce soit au moment où ce point-là touche l'écran, qui passe de l'autre côté. Sinon, d'un seul coup, on va voir, ça va clipper. D'ailleurs, on va le faire, hein, je vais le faire pour vous montrer l'exemple là tout de suite. On va mettre en marge 0. Ok, je mets le point virgule pour dire que mon instruction est terminée. Et je lance le jeu pour tester. Flèche du haut pour accélérer. Et donc là, vous voyez, dès que le milieu de l'image touche l'écran, il apparaît au milieu de l'autre côté. Je vais essayer de ralentir un peu. Hop, vous voyez, ça clip directement. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il ait passé au moins la moitié de l'image pour que l'image soit totalement finie d'être affichée, vous voyez, avant qu'il passe de l'autre côté. Donc pour ça, je vais aller voir dans l'objet joueur, et là je vois dans le sprite du joueur, et là je vois que il a une largeur de 64 et une longueur de 60. Donc la plus grande c'est 64, donc on va mettre la moitié, c'est-à-dire 32. Donc si je mets 32 de marge et que je lance le jeu, normalement ça devrait être un petit peu plus propre. Hop, voilà, ça attend un petit peu plus. Voilà, impeccable. On va vérifier en bas aussi, vous voyez, si jamais, hop, je passe dans les coins, c'est nickel, et c'est au pixel près. Impeccable. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à ajouter un petit peu de challenge avec les astéroïdes. Alors, même procédure que pour le joueur, on va créer un objet, on va lui assigner des images et un comportement par le code. Et déjà, on va créer un petit dossier pour pouvoir regrouper tout ça. On va l'appeler Rocks. Je vais lui donner une couleur, là je vais le mettre bleu. Je vais mettre mes deux sprites dedans. Et je vais créer un objet que je vais appeler obj underscore big rocks. Et je vais lui donner le sprite du gros astéroïde. Là pour les tests, pour l'instant, je vais le placer par là. D'accord. Et encore une fois, je vais lancer le jeu pour tester et on va voir si tout ça, ça s'affiche bien correctement. Oui, c'est parfait. Donc là, on a une image qui est ici. Et par défaut, vous voyez, si jamais j'avance dedans avec mon joueur, il n'y a aucune collision, rien, ça passe à travers. C'est normal, c'est les comportements. Par défaut, c'est juste deux images qui se superposent. Alors là, je vais lui donner à ce rocher une rotation aléatoire. J'aimerais qu'il se déplace déjà tout lentement, qu'il ait une petite vitesse et qu'il ait une rotation, mais qui soit aléatoire. J'aimerais pas que si je crée plusieurs astéroïdes, ils tournent tous dans le même sens et à la même vitesse. D'accord ? Alors pour ça, c'est tout simple. On va se rendre dans l'objet Big Rock ici présent et on va ajouter un événement étape. Comme on l'a fait pour le joueur, et cette fois-ci on va vouloir, comme pour le joueur, on va vouloir modifier le image angle, cette variable qui définit la rotation de l'image, du sprite de l'objet. Seulement, comme je vous ai dit, cette image angle, je vais vouloir lui ajouter une valeur aléatoire. Et seulement, étape ici, c'est du code qui s'exécute à chaque frame du jeu. Donc pour définir une valeur aléatoire, je vais vouloir créer une variable qui va être une variable rotation par exemple. Je vais l'appeler rotation. Donc ça c'est une variable que je vais moi-même créer qui va être la valeur que je vais ajouter à chaque image à la rotation de l'image de l'objet. Cette variable rotation, admettons que je veux qu'elle ait une valeur qui soit comprise entre -3 et +3. Donc pour que cette vitesse de rotation de l'astéroïde soit aléatoirement aille entre -3 et +3. Donc ça pourrait être -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. D'accord ? Donc pour ça, ça va être random range. Là, comme vous voyez, en argument, il me demande un chiffre 1 et un chiffre 2. Donc les deux chiffres que je vais inscrire ici, -3 et 3. Donc là, ça veut dire rotation, je veux que ce soit égal à un chiffre aléatoire entre -3 et 3. Et seulement comme là, on est dans étape, ça va le faire à chaque image. Donc à chaque image,
il va rechoisir un chiffre et il va l'ajouter à l'image angle. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre événement qui sera créé. Et c'est ici qu'on va définir cette variable rotation. Et à ce moment-là, simplement à la création de l'objet BigRock, on va définir cette variable rotation. Et ici, à chaque image, on va ajouter à la rotation de l'image est égal à image angle plus rotation. Donc au début, ça va être, admettons, ici, ça va être choisi aléatoirement à -2. Et bien à chaque étape, à la première frame, c'est image angle c'est égal à 0, ben ce sera égal à 0 plus -2, donc 0 -2. Donc image angle est égal à -2. L'image d'après c'est égal à -2, -2, -4, -4, -6, -8, -10, etc. Si jamais ça choisit 3, eh ben, image 1 ce sera 3, 6, 9, etc. Donc si jamais je lance le jeu ici pour tester tout de suite, hop, vous voyez ici l'astéroïde qui tourne. Si j'en mets plusieurs dans la pièce, et que je lance le test, voilà, vous voyez que les sens de rotation et les vitesses sont différentes. D'accord? Voilà, je trouve que -3 ça va être un petit peu plus rapide, donc je vais peut-être mettre -2 comme maximum. Donc je retourne dans l'objet, dans la création ici. Et ici, en limite, je vais mettre -2 et 2. Voilà, ça me paraît un petit peu plus correct. Bon, maintenant, ce qu'on va leur donner, c'est une direction qui va être aléatoire et une vitesse. Et pour ça, c'est tout simple. C'est pareil, ça va être à la création de notre objet ici. On va définir la vitesse dans la variable speed qui par défaut est à 0. Et bien là, on va mettre 1. Et la direction, elle, donc qui va être différente de l'image angle qui elle est la direction de simplement l'image, mais notre objet lui peut avoir une direction différente. Donc là la direction, on va utiliser pareil le random range, et donc là on veut que ce soit un chiffre compris entre 0 et 359. Pourquoi entre 0 et 359? C'est qu'on veut que ce soit une direction aléatoire de 360 degrés, donc un tour complet, mais dans le code et dans GameMaker plus particulièrement, les valeurs commencent toujours à 0. La première image, la première ligne de code, le premier pixel, tout ce que vous voulez, c'est toujours 0. Donc là, le premier degré, c'est le degré 0. Donc à chaque fois qu'un rock sera créé, il va avoir une rotation aléatoire, une vitesse de 1 par contre, parce que ça, la vitesse sera toujours fixe et on la fera augmenter au fur et à mesure de la difficulté du jeu, ça on le verra. Mais la direction, elle, va être aléatoire à la création de l'objet, d'accord? Donc là, si je lance le jeu, voilà, on a bien 4 astéroïdes avec chacun une vitesse de 1, une direction aléatoire et une rotation de l'image aléatoire qui, elle, par contre, est constante et à chaque image. Au début, ils ont une vitesse et une direction, et ils avancent à chaque image. Mais on l'a défini qu'une fois ici. Et à chaque étape, par contre, on fait une rotation de l'image. Maintenant, ce qu'on voudrait, par contre, c'est que eux aussi, ils reviennent sur l'écran. Donc là, on va leur donner, pareil, un move wrap. Alors pour ça, rien de plus simple, il nous suffit d'ajouter dans l'objet BigRock, comme nous avons fait dans l'objet Player, la fonction move wrap. On ajoute la fonction moveWrap. En argument, il nous demande horizontal, vertical. On va mettre true, donc pour oui dans les deux. Et en marge, on va mettre donc la moitié de la taille de notre sprite. Donc ça va être ici. Donc dès que la moitié sera passée, on veut que qu'il repasse de l'autre côté. Donc ici, l'origine est à 86. Donc 86, on voit que c'est le milieu de l'image. Voilà, qui fait 172 au plus grand, 172 pixels. Donc on va mettre ça comme valeur, 86.
Donc dès qu'il a passé 86 pixels à l'autre bout de l'écran, eh ben là il repasse à 86 pixels de l'autre bord de l'écran. On met 86 en marge ici et on lance les essais. Là normalement ici, il devrait passer correctement. Voilà, c'est parfait. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la capacité à notre personnage de tirer des projectiles. Pour ça, nous allons aller dans l'objet player et nous allons voir la création d'instances. Alors maintenant, on va aller à la suite. Mais on va vouloir organiser un petit peu notre code ici, là, parce que déjà que je pense que comme c'est les premières lignes de code que vous écrivez sûrement, vous y comprenez pas grand chose. Et en plus de ça, si on n'organise pas tout ça, vous allez encore moins y comprendre. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter des commentaires. Si jamais je mets 2 slash ici, vous voyez que la couleur a changé, c'est en vert. Et tout ce que je vais écrire ici, ça ne sera pas considéré par GameMaker comme étant du code. Et ça nous permet ici d'écrire pour nous des commentaires pour pouvoir se repérer dans notre code. Comme ici, là, on joue sur la rotation, eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. Rotation, ça c'est pour moi, c'est mon repère. Ici, on a le mouvement, ou l'accélération. Là, on a le move wrap, on va dire, le passage à l'autre bord de l'écran. Je sais pas comment dire, on va dire, je vais dire téléportation, là. C'est pour moi, ça va m'aider à repérer. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut le tir. Alors, sur quelle touche on va mettre le tir du joueur? Je vais le mettre sur la touche espace. Donc là, vous connaissez pour l'instant, c'est la condition if. Donc si, et là c'est keyboard check. Mais il va y avoir une petite précision, c'est que là, on va prendre la fonction keyboard check pressed. Parce que ici, ce qu'on veut vérifier quand on tourne, c'est que la touche est tout le temps appuyée. On appuie tout le temps sur left pour le faire tout le temps tourner. Et nous, là, on n'a pas envie que ça tire en mitraillette si on reste appuyé sur la touche espace et que ça tire une balle par frame. Ça ferait 60 balles par seconde, ce serait beaucoup trop. Et donc, avec keyboard check pressed, ça va exécuter le code à condition que la touche ait été appuyée à cette frame précisément. Si jamais j'enlève le pressed ici, vous voyez que ça va nous proposer autre chose, c'est direct et released. Excusez-moi pour l'accent. Et du coup, on peut aussi faire des choses quand la touche est pressée directement ou quand la touche est relâchée. On s'en servira plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est pressed. Nous, on veut que quand on appuie précisément sur la touche espace, ça tire à ce moment-là. Ensuite, pour retirer, il faut relâcher la touche et represser la touche. Et là, ça retirera. Donc, on va faire la touche espace qui est VK Space. Ok, donc si tu appuies précisément la touche à ce moment-là, alors tu exécutes ce code. Et là, dans les accolades, on peut aller à la ligne pour pouvoir mettre du code ici et sauter à la ligne. Le GameMaker autorise les sauts de ligne dans bien des cas. Il faut faire attention à certains moments, mais je vous le dirai. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer une balle. Et donc on va créer un objet balle. Et comme ça, quand on va appuyer sur la touche espace, on créera des instances de cet objet balle. Il y a une différence entre instance et objet. Vous allez des fois m'entendre parler d'objet, des fois d'instance. Les objets, c'est ce que j'ai créé ici. Ce sont à ces objets que j'assigne du code et des images. Les instances, en revanche, elles sont ici, elles sont en jeu. J'ai un objet, Big Rock, mais j'ai 4 instances de cet objet. On peut créer plusieurs instances d'un objet. Chacune de ces instances va calculer ses propres variables, etc. Mais en revanche, le script de base est le même. Il est en rapport à l'objet. Il y a beaucoup de nuances entre instance et objet, mais on verra tout ça au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le dossier boulette. Donc là, comme il n'y a plus ici que le sprite boulette, on va juste renommer le dossier. En boulette, on a le sprite, et là, je vais créer l'objet. J'ai objet boulette. Et je lui mets le sprite. Jusqu'à là, rien de nouveau. Et dans l'objet joueur maintenant,
je vais vouloir créer une instance de cet objet bullet à chaque fois que je vais appuyer sur la touche espace. Pour ça, il y a une fonction, bien sûr, c'est instance create. Et là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit il y a une question de profondeur, donc je peux créer un objet que je vais afficher derrière moi ou devant moi. Dans ce jeu-là, pour l'instant, peu nous importe. Ou je peux le créer sur un layer précis. C'est ce qu'on va sélectionner ici. Les layers, c'est ce qu'on a ici dans notre room. On peut créer des layers de background, donc pour mettre le fond d'écran. Ici, dans notre jeu, c'est noir, donc on s'en fiche. Et aussi des layers d'instance. Donc c'est là où, depuis tout à l'heure, je glisse, que ce soit mon objet player ou les objets bigorg. Ok. Donc là, je vais vouloir créer sur un layer, le layer instance, un objet bullet. Donc là, ça me demande quoi en argument? Ça me demande X et Y. Donc là, à quelles coordonnées X et Y je vais créer cet objet? Là, c'est simple. J'écris tout simplement X et Y, qui sont deux variables qui sont intégrées dans mon objet player ici. On est bien en train d'écrire le code de l'objet player. Donc ça, ce sont ces variables à lui. Donc là, l'objet player va créer des objets bullet, mais à ses coordonnées à lui, ce qui est normal. Lui va se déplacer dans l'espace, et quand on va appuyer sur la touche espace justement, il va créer une balle à l'endroit où il est précisément à ce moment-là. Là, on nous demande layer ID or name, donc le nom ou l'ID du layer. Le nom de l'ID le nom du layer, pardon, c'est instance avec un I majuscule. Attention. Donc là, pour écrire un nom, on va écrire donc un texte. Je vais pas juste écrire instance ici avec le I majuscule, parce que sinon ça va le prendre comme une variable, alors que non, c'est du texte. Là, c'est un nom. Donc pour ça, on le met entre guillemets comme ça. Et ensuite, ça nous demande quel objet on va créer. L'objet, c'est l'obj bullet. Et là, vous voyez l'importance d'écrire obj quand vous créez des objets. C'est que là, en ayant écrit rien que ça, l'autocomplétion me propose tous les objets que j'ai créés depuis le début. Donc si vous ne retrouvez pas un objet, c'est très pratique. Et là, le dernier argument, on n'est pas obligé de le mettre. Donc, pour résumer, si j'appuie sur la touche espace, alors tu me crées une instance sur un calque, à mes coordonnées précises du joueur, sur le calque instance, tu crées un objet balle. On va tester ça tout de suite. Donc là, je fais avancer mon joueur, et si j'appuie sur espace, hop, vous voyez qu'à l'endroit où je suis précisément, j'ai un objet qui se crée, et qui affiche bien le sprite que je lui ai ajouté. Bon. Maintenant, ce qu'on va vouloir lui ajouter, bien sûr, c'est du mouvement. On va commencer par là. Et bien ça, par contre, je vais l'ajouter dans l'objet bullet. À la création de cet objet, on va lui donner une vitesse. On va tester une vitesse de 5, 6. Je me rappelle plus ce que j'ai mis. J'ai créé un jeu de test juste avant, et je me rappelle plus ce que j'ai testé. On va essayer 6. Donc là, à chaque fois que je vais créer une balle, chaque instance, elle va se dire à la création, ma vitesse est de 6. Mais là, vous allez voir, il va se passer un petit problème quand même. Il va y avoir autre chose à régler. Donc si hop, je tire, ouais, je vais vouloir que ça aille un petit peu plus vite. Donc je vais mettre 8. En revanche, si je vais dans une autre direction, vous voyez que les balles, elles, vont toujours dans la même direction. Parce que quand un objet est créé, je vous avais dit, sa direction par défaut est de 0. D'accord ? Et je lui ai pas défini de direction précise. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Déjà, je vais remettre sa vitesse sur 8. Mais comment est-ce que je vais faire ici, dans mon objet bullet, pour savoir la direction du joueur à ce moment où c'est créé ? On pourrait le faire, il y a une méthode, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va le faire directement ici, dans l'objet player. Je vais pouvoir, une fois que j'ai créé une instance, influer sur cette instance au moment de sa création ici. Mais pour ça, je vais devoir stocker cette instance, son ID, la manière de repérer quelle belette je veux modifier. Parce que là, quand je vais vouloir modifier la direction d'une balle ici, je ne veux pas modifier la direction de toutes les balles qui ont été créées avant. Juste de cette belette-là. Donc pour ça, je vais la stocker dans une variable. Je vais déclarer une variable que je vais appeler, admettons, belette. Et là, je dis que cette variable, c'est égal à l'instance que je vais créer. Donc tu crées une instance comme on l'a fait à chaque fois, mais quand tu la crées, tu la stockes dans cette variable.
Et là, si j'écris cette variable, point direction est égal, eh bien là la direction que je vais donner, ça va être la direction de bullet. Là, en disant bullet.direction, je fais plus référence à la direction de l'objet player dans lequel je suis en train d'écrire le code. Non, je fais référence à cette instance. Bullet est égal à cette instance que je crée. Et en faisant bullet point, j'accède à cette variable direction dans cette instance. D'accord ? Vous inquiétez pas, on fera d'autres cours bien plus pratiques là-dessus. Et pour l'instant, j'espère que c'est à peu près clair. Eh bien, quelle direction on va lui donner ? Eh bien, c'est simple. Nous, on a influé sur la rotation de notre image depuis le début avec les flèches. Eh bien, on veut que la direction de l'image, ce soit la direction de la balle, pardon, ce soit la direction de l'image. Donc, la direction de la balle est égale à image angle. Et ça va être seulement à la création. Quand tu touches sur la barre espace, tu crées une balle et tu donnes une direction à cette balle. Et ça ne sera plus jamais exécuté. Donc la balle ne va jamais tourner. Elle continuera toujours à aller tout droit. J'appuie sur la touche F5. Et voilà, on a bien des balles qui partent dans le bon sens. C'est parfait. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est détruire les astéroïdes, tout simplement. Donc, on va, pour la première fois, gérer les collisions, pour pas que les balles passent à travers, comme ici, et qu'il y ait une collision, et que les deux objets se détruisent, à la fois la balle et l'astéroïde. Alors, pour ça, je vais aller dans l'objet Big Rock, ici, et je vais ajouter un événement, qui va être un événement de collision. Et là, il me propose tous les dossiers de mon jeu. Et nous, on va régler la collision avec l'objet bullet. D'accord ? Et là, on va détruire l'instance. Pour détruire une instance, c'est la fonction instance destroy. Si je ne précise rien ici, l'objet va se détruire tout seul. D'accord ? Si je précise dedans objet bullet, ça va détruire tous les objets bullet et pas seulement l'instance avec laquelle j'ai eu une collision. Donc pour ça, il faut que j'écrive other. Other, ça veut dire l'autre. Il y a un autre argument comme ça que l'événement de collision permet, c'est self. Là, je ne mets rien, mais je pourrais très bien mettre self. Self, ça veut dire soi-même, d'accord ? Donc, quand il y a une collision, dans le code, comme ça, on peut utiliser soit soi-même, soit l'autre. Donc, celui avec qui on a eu la collision, d'accord ? Le problème ici, c'est que si mon objet, là, exécute le code de s'auto-détruire avant celui-là, eh bien, il n'exécutera pas ce code-là. Parce que il va se détruire, point barre, il n'y a plus de code là. Du coup, il faudrait bien qu'il détruise d'abord la balle, parce que là, on est dans le code de l'astéroïde. Hein. Donc d'abord, il détruit la balle et ensuite, il s'auto-détruit. D'accord ? On va lancer le jeu pour tester, comme d'hab. Et là, normalement, s'il y a contact, hop, il y a destruction. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas... faudrait que j'arrive à viser déjà. C'est pas pixel perfect. Vraiment, ça touche de très très loin. Je sais pas si vous arrivez à le voir à l'enregistrement. Et alors ça, c'est tout simple. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a dans les sprites une origine qui est ici. Et aussi une collision. Vu qu'il y a une origine ici, la balle ne va pas attendre d'arriver et de toucher précisément ce point. Elle va pas se dire l'objet Big Rock il est ici en X et en Y ici, et donc vu que la balle passe ici, ça va pas le toucher. Non, elle va se dire dès que je touche l'image, c'est comme si je touchais l'objet. En revanche, l'image, vous voyez, si on la prend en carré, c'est énorme. Vous allez ici dans masque de collision, et vous voyez ici en mode automatique, c'est par défaut. Tout ici est grisé, donc tout ici est considéré comme la boîte de collision de
de l'astéroïde. Donc si ça touche ici, c'est parfait, c'est du pixel perfect. Mais ici, non. Et donc ça va faire, déjà ça va pas être très beau à l'écran. Et en plus de ça, quand on va vouloir gérer le game over, enfin le fait que l'astéroïde, quand il touche le joueur, ça va nous tuer, ben on va pas mourir parce qu'on est touché par ici, quoi. Dans les jeux, c'est très perturbant quand ça fait ça. Donc ici, on a plusieurs modes. On va rester sur le mode automatique. Mais là, au lieu de mettre en mode rectangle, on va mettre en mode précis. D'accord? Et à partir de là, on ne voit plus que c'est grisé, d'accord? Mais par contre, ça va vraiment être au pixel près. D'accord? Donc ça, on va le faire aussi sur le petit astéroïde. On anticipe. Et on va le faire sur l'objet, sur le sprite joueur. En revanche, on n'a pas besoin de faire sur le sprite de la balle parce que elle, par contre, c'est un rectangle. Donc là, par contre, c'est parfait, ça prend tout le rectangle. Et là, normalement, on devrait avoir une collision au pixel près. Voilà, c'est parfait. Déjà, hop, c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi j'ai un ralentissement là. Ouais. Alors après, on va vouloir que de détruire ces gros astéroïdes. Ça en crée deux petits. Et on voudrait également une collision entre le joueur et les astéroïdes. On va d'abord recréer deux petits astéroïdes. Donc même procédure que d'habitude. Déjà, on va créer l'objet Little Rock ici. Donc je clique du droit sur un objet et ça me propose ici créer objet. Je vais l'appeler obj underscore Little Rock. Ok. Et je vais lui attribuer son sprite. On va vérifier, mais on a déjà fait le masque de collision du sprite. Donc on est bon. Et là, on va se rendre dans l'objet Big Rock. Et c'est ici qu'on va ajouter un événement lors de la destruction de l'objet. Donc lorsque l'objet va être détruit, ce code-là va être exécuté. Et c'est là qu'on va vouloir créer deux petits astéroïdes. Donc là, on connaît déjà la fonction, ça va être instance create. On va faire layer comme tout à l'heure. Là, où est-ce qu'on va les créer? En X et en Y du rock qui va être détruit. Sur les mêmes coordonnées pour le moment. Sur quel layer? Le layer instance. Avec la majuscule, faut pas oublier. Et le S à la fin. Et quel objet on va créer? Obj Little Rock. Ok, ce code, on va le répéter deux fois. Et alors, comment est-ce qu'elles vont se comporter nos Little Rock? Eh bien, elles vont se comporter exactement comme les Big Rock, c'est-à-dire qu'elles vont avoir à la création une rotation aléatoire, une vitesse et une direction. Pour ce qui est de la vitesse, j'aimerais qu'elle soit un tout petit peu plus élevée que pour les gros astéroïdes. La rotation, elle sera aléatoire, ce sera la même. Et pour la direction, par contre, j'aimerais que ce soit à peu près la même direction que l'astéroïde, vous voyez. Si le gros astéroïde vient vers nous, quand on le casse, il ne faudrait pas que les petits astéroïdes partent en arrière. Avec l'inertie, avec la puissance de l'inertie, elles vont continuer à aller presque dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, on va copier le code ici. Et on va le mettre dans les petits astéroïdes en ajoutant un événement de création. Donc comme on a dit, la rotation, on n'y touche pas. On laisse une rotation aléatoire allant de -2 à 2. La vitesse, par contre, ce sera égal à 1,5, donc un petit peu plus élevé que les gros astéroïdes. Et pour la direction, par contre, là, on aimerait que ce soit la même direction que l'objet qui nous a créé. D'accord? Donc là, je vais supprimer ici. Et ça va être dans l'objet Big Rock qui crée l'instance du Little Rock qu'on va créer la direction ici. Donc ici, dans la destruction de l'objet, on va créer une variable ici qu'on va appeler bullet et qui sera égale à cette instance qu'on crée. D'accord? Et c'est là qu'on va agir sur la direction par bullet.direction et ce sera égal à la direction donc du gros astéroïde et on va enlever 15 degrés, d'accord? Et là on va faire ça pour le deuxième
Mais cette fois-ci, on va lui ajouter 15 degrés. Ce qui fait que si le gros astéroïde se dirige vers la droite, quand on va le casser, il y en a un qui va partir à 15 degrés vers le haut et un autre à 15 degrés vers le bas. Mais dans la même direction, vous voyez, plutôt que de partir en arrière, et du coup ça ferait un effet un petit peu bizarre. Donc là, lorsque le gros astéroïde est détruit, il crée 2 astéroïdes à la même direction à 15 degrés près, et ces petits astéroïdes auront une vitesse un petit peu élevée et une rotation sur eux-mêmes aléatoire. Par contre là, on a bien créé la variable rotation, mais on ne l'applique pas encore. Donc il faut aller dans étape, ici, et on va dire que image angle est égal à image angle plus rotation. Et là normalement tout devrait fonctionner correctement. Alors j'appuie sur F5 pour tester. Hop. Ça fonctionne pas comme je voudrais. Si là ça va, et celui-là il part en arrière. Et oui, j'ai trouvé, c'est qu'ici en fait j'ai oublié de dans l'objet Big Rock ici à la destruction, sur la deuxième instance qui est créée ici, j'ai oublié de la stocker dans une variable. Donc ici, quand j'agis sur la direction, j'agis sur la direction de la première belette qui a été créée ici. D'accord? Donc il faut bien que je réinitialise la variable et que dans cette variable soit stockée la nouvelle balle que je viens de créer. D'accord? Et à partir de là, ça va fonctionner correctement. Et le développement, c'est avant tout faire des erreurs et les corriger. Et donc voilà, si on casse les rocks, on voit bien qu'on a les deux petits rocks qui partent à peu près dans la même direction. Voilà, c'est parfait, impeccable. Maintenant, il va falloir appliquer le move wrap aussi sur les petits astéroïdes. Ça, vous connaissez aussi la musique. Donc on va ici dans Little Rock, dans étape, et on ajoute le move wrap. Vrai pour horizontal, vrai pour vertical, et la marge, ça va être la moitié de la taille du sprite, 76 par 76, la moitié ici 38, donc on va mettre 38. Hop, c'est dans le Little Rock ici, et marge 38. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, si on casse les 4 gros astéroïdes, ça va faire 8 petits, et si on casse les 8 petits, ça sera terminé. Eux, quand ils sont détruits, on leur demande pas d'en créer. Donc j'aimerais que quand les petits sont créés, là, on en recrée des gros. Seulement, va falloir qu'il y ait une limite, sinon on va être très vite, ça va se démultiplier, on va être très vite à une centaine de trucs, ça va être très vite injouable. On veut pas que le niveau augmente trop vite. Donc on va ajouter une limite. Donc on va aller ici dans l'événement détruire. À la destruction, on va recréer un Big Rock, ok. Instance create layer, mais cette fois-ci en X et en Y. On voudrait que notre objet soit créé en dehors de l'écran pour qu'il apparaisse. On voudrait pas qu'il pop en plein milieu de l'écran. Il pourrait popper déjà sur notre joueur et puis ce serait pas agréable à l'œil. Donc il faudrait qu'il apparaisse en dehors de l'écran et puis comme ça qu'il apparaisse tout doucement. Alors on va agir par étapes. Déjà on va choisir gauche, droite, haut ou bas. On va créer une variable qui choisit de quel côté va apparaître l'astéroïde, à quelle distance, et ensuite on va le créer, d'accord? Alors je vais créer une variable choice, qui veut dire choix, et qui sera égale à choose. C'est un peu comme le random range, donc qui choisit un chiffre aléatoire, à part que là on lui précise les chiffres qu'on veut qu'il soit sélectionné. Donc là tu choisis 1, 2, 3 ou 4. Et en fonction du choix qui va être fait, eh bien là on va faire apparaître l'astéroïde en haut, à gauche, en bas ou à droite. Alors là on va utiliser une fonction un petit peu particulière qui est la fonction switch. Alors là on va dire switch choice, je vais vous expliquer après.
Donc ça se produit comme ça. Et là je vais dire case 1. Et donc là ça veut dire, selon le résultat du choix, dans le cas où c'est 1, tu exécuteras ce code. Ensuite on va mettre case 2, case 3, case 4. Et donc on va pouvoir exécuter un code différent en fonction des 4 choix, d'accord? Et donc cette manière de switch là, ça nous permet d'écrire du code plus simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on en reparlera un petit peu plus sur le prochain jeu. Mais donc on va dire que dans le cas où c'est 1, on voudrait que l'objet apparaisse à gauche. Donc on va créer une variable, je vais l'appeler XX. Et donc ce sera égal, on va dire, à, je veux que ça apparaisse, on va dire, aller à moins 100. Donc si je mets moins 100, ça apparaîtra à 100 pixels à gauche de l'écran. Donc on ne le verra pas, d'accord? Donc là on sait qu'il apparaîtra à gauche, et en hauteur, peu importe, on peut mettre la moitié de l'écran, ça ira très bien. Donc comment est-ce qu'on met la moitié de l'écran, la moitié de la pièce? Eh bien on a room height qui nous donne la hauteur de la pièce. Et donc si je la divise par 2, il apparaîtra à la moitié de la hauteur de l'écran. D'accord? Donc là, ça va être Y qui sera égal à ça. Donc X t'apparaît tout à gauche de l'écran, Y t'apparaît au milieu. Ok? Donc là, c'est mes instructions dans le cas où le choix serait de 1. À la fin d'une instruction dans un switch, comme ça, il faut bien marquer break. Ça veut dire que l'instruction est terminée, on ne lira pas ce qu'il y a en dessous. D'accord? Donc là, je vais copier-coller 3 fois cette instruction. Dans le cas où c'est 2, dans le cas où c'est 3, dans le cas où c'est 4. Donc dans le cas où c'est 2, ce sera à droite. Donc on va dire, là au lieu de dire moins 100, là on veut que ce soit tout à droite plus 100 pixels. Donc là c'est simple, ce sera room width, donc la largeur de la pièce, plus 100 pixels. Donc là, il sera à 100 pixels à droite. Et en Y, on reste à la moitié. D'accord? Maintenant, dans le cas 3 et 4, ce sera en haut ou en bas. Donc là, en X, on veut que ce soit au milieu de l'écran. Donc là, ce que je vais faire, hop, ça va être la largeur de la pièce divisé par 2. Donc là, il apparaîtra au milieu de l'écran et on veut qu'il soit soit en haut, soit en bas. Donc pour Y, dans le cas où c'est en haut, ce sera moins 100. Et dans le cas où c'est en bas, ce sera la hauteur de la pièce plus 100. Donc là, on a défini aléatoirement une variable choix qui, à chaque fois qu'un petit objet sera détruit, choisira 1, 2, 3 ou 4. Dans le cas où c'est 1, il la fera apparaître à gauche. Dans le cas où c'est 2, à droite, etc., etc. À chaque fois, il définit une variable XX qui définit la coordonnée X et une variable Y qui définit la coordonnée en Y. Et à chaque fois, on va injecter XX et YY dans la fonction instance create layer pour savoir à chaque fois de quel côté est-ce qu'on va créer le nouveau BigRocks. Donc là, on met ces deux variables, XX, YY, quel layer comme d'habitude, et quel objet? Objet BigRock. Et là, normalement, à la destruction d'un gros objet, d'un petit objet, ça va en créer un gros. Le problème, c'est que là, ça va le créer à chaque fois. À chaque destruction d'un Little Rock, ça va créer un BigRock. Et moi, j'ai envie que ça en crée que si il y a moins de 6 astéroïdes en tout à l'écran. D'accord? Alors pour ça, je vais créer deux variables. Je vais créer une variable qui s'appelle little, qui sera égale à instance count. Et c'est pas count, instance number. Voilà, c'est instance number. Ça va me donner le nombre d'instances d'un objet précis. Donc là, je vais dire que ça va être obj BigRock, d'accord? Obj Little Rock, pardon. L'instance, la variable, c'est little. Donc là, j'ai une variable little qui sera égale au nombre de Little Rock que j'ai à l'écran. D'accord? Je vais faire pareil pour les big. Ok? Et donc, je vais avoir une variable count
qui sera égal au total d'astéroïdes, donc little plus big, que j'ai à l'écran. Donc là, count, c'est le total d'astéroïdes que j'ai à l'écran, d'accord? Donc là, je vais dire que si count est plus petit ou égal à 6, alors là, oui, je veux bien que tu crées une nouvelle instance, d'accord? Mais s'il y a plus de 6 astéroïdes en tout à l'écran, eh bien, ça n'exécutera pas ce code, d'accord? Ça l'exécutera que si count est inférieur ou égal à 6. D'accord? Allez, on va tester ça. Hop. Ah, bah oui, mais par contre, il faudrait que je fasse la collision sur les petits astéroïdes, ça j'ai oublié. Donc ça, c'est tout simple. Hop, c'est dans notre objet Little Rock. On va aller ajouter un événement ici. Événement de collision avec l'objet Bullet. Donc ça va être Instance Destroy. Other pour cibler l'objet avec lequel on a eu la collision. Et Instance Destroy. Hop. Et là, si je ne mets rien, l'astéroïde va s'auto-détruire. Là, je tire, ça en crée 2. Et si j'en tue un, voilà, j'en ai un qui est apparu en haut. Ok? Donc, on va ajouter, ouais, 100, c'est pas assez parce qu'ils apparaissent un petit peu trop près. Ok? Donc, on va mettre 200, ce sera nickel. Ouais, parce qu'on les voit popper en haut. Donc là, à la destruction, ici, on va mettre 200. Bon, il y a des manières plus propres d'écrire ce code. Mais là, j'essaye de faire au plus simple. Voilà. On va relancer pour tester. Hop. Impeccable. Ah, bah non. Là. Et ouais, non, d'accord, j'ai compris. C'est qu'en fait, si jamais on le fait apparaître à plus que la marge du move wrap, ça va pas. Du coup, là, en fait, on va mettre exactement la marge du move wrap, ok? Ici, qui est 38. Donc, on va mettre ici la même marge partout, ok? Donc, on va mettre 38. Et comme ça, il va commencer à wrap à partir de ce moment-là. Parce que sinon, là, il fait le move wrap. Si on est à 150 de plus que la marge, ben, il fait wrap à 150 dans l'autre sens. Et donc, ça va pas. Donc ici, si on met 38 comme la marge, ça devrait aller, ok? Et dans le Big Rock, ici, en marge, on avait 86. Et donc, pardon, hop. Eh ben non, mais c'est ça qu'il faut faire, du coup, c'est 86, il faut aller dans le Little Rock. Pardon, je m'en mêle les pinceaux, pardon. Le Little Rock crée le Big Rock, et donc il faut le créer à la marge du Big Rock, d'accord? 86. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être au pixel près. C'est pas une fonction que j'utilise très souvent. Et voilà, là, vous voyez que c'est nickel, par contre. On les voit pas apparaître, d'accord? Il apparaît là, tout de suite en haut. Et on l'a pas vu, c'est nickel. Voilà, du coup, c'est beaucoup plus propre. Impeccable. Alors, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est la collision avec le joueur. Voilà, il faudrait que si jamais le joueur a un contact avec un astéroïde, ça recommence le jeu directement. Pour l'instant, on va pas faire les fonctionnalités de menu Start et Game Over, on les fera après. Pour l'instant, si jamais on a un contact avec un astéroïde, ça recommence le jeu directement. Donc, objet player, on ajoute un événement de collision avec Rocks, que ce soit objet Big Rocks ou un Little Rock. Donc, on va faire game. Si jamais il y a contact avec Big Rock, game, restart. Ok? Et on va faire pareil. Dans collision avec le Little Rock. Ok? Je lance le jeu. Et là, si je vais au contact, hop, le jeu recommence. Ok? Avec les petits, c'est pareil.
Une dernière fonctionnalité que j'aimerais vous montrer avant de couper la vidéo, puis on fera la suite parce que là je pense que ça dure assez longtemps. Là on va compter, on va faire le comptage de score et on va l'afficher à l'écran. Et dans l'autre partie on fera la sauvegarde, le menu Start et Game Over. Et on ajoutera aussi en bonus des petites particules lors du tir et lorsque ça touche un astéroïde. Alors pour compter le score, on va créer un objet qui va être indépendant de tous les autres et qui va compter le score, d'accord? Et qui va l'afficher. Ce sera un objet qui sera invisible. Alors je vais créer un objet. Généralement je l'appelle objet main et c'est l'objet qui va un petit peu diriger notre jeu dans l'ombre. Donc en allant dans la pièce ici, je vais mettre l'objet tout en haut, tout à gauche et je ne lui attribue pas de sprite. Donc il sera invisible mais ça ne lui empêche pas d'exécuter du code. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre objet Big Rock et Little Rock, à chaque fois qu'il y a un contact avec Bullet, ça va être détruit. Et on va ajouter à une variable score qui est créée au début du jeu et qui est égale à 0 par défaut. On va lui ajouter 1 à chaque fois qu'un astéroïde sera détruit. Donc je pourrais dire est égal à score plus 1. Alors à chaque fois j'écris ça comme ça depuis le début pour le bien du guide pour les débutants. Donc score là il est égal à 0. Si jamais je détruis un rock, score est égal à 0 plus 1, donc il sera égal à 1. Donc quand on veut ajouter 1 comme ça à une valeur, là je veux lui ajouter simplement 1, je peux juste dire score plus plus. Donc là j'ajoute 1 au score. Et bien sûr, on va le mettre au début, parce que si on l'écrit après que l'instance soit détruite, le score ne sera pas ajouté. Okay. Donc lorsque une Big Rock est détruite, le score est incrémenté. On va faire pareil pour Little Rock. Score plus plus. Ok. Et maintenant, c'est notre objet main qu'on a créé ici qui va l'afficher. Donc là, on va créer un nouvel événement qui va être de dessiner l'interface graphique. Donc là, ça va dessiner sur notre écran le score. Ok. Donc là, la variable, c'est assez simple. Ça va être draw texte. Ok. Là, ça nous demande 3 arguments. La position en X, la position en Y et string. String, ça veut dire chaîne de caractères. En français, on dit chaîne de caractères. Ça veut dire le texte, tout simplement. Donc là, en X, on va dire 64. En Y, 64. Donc ce sera 64 pixels de marge en haut à gauche. Et le texte, ça va être le score. Ok. On va mettre ça pour l'instant. Et si j'appuie sur F5, on devrait avoir 0 qui s'affiche en haut à gauche. On a un 0 ici. Et à chaque fois que je détruis un rocher, voilà, vous voyez le score qui augmente. Ok. Bon, on va l'écrire un petit peu de manière un petit peu plus sympa. Déjà, j'aimerais écrire score est égal ou score 2 points. Le problème, c'est que si, alors je vais dire une variable, je vais déclarer une variable texte qui sera égal à texte 2 points espace plus, et là je pourrais ajouter le score et ça collerait le texte ici. Le problème que le score c'est un chiffre, donc il faut que je le convertisse en chaîne de caractères d'abord. Pour ça il y a cette fonction, la fonction string, et là je mets score, et là ça veut dire que j'ai un texte ici qui s'appelle texte 2 points, et tu lui ajoutes le texte du score. Tu convertis le score ici en texte et tu lui ajoutes. Et donc ici, je vais écrire la variable texte. Ok. Et donc si je lance maintenant, pardon, mais pourquoi j'ai mis texte là? Ça y est, je m'embrouille le cerveau. C'est plutôt score. Un peu mieux. Voilà. Donc là, j'ai mon score ici qui s'affiche. Ok. Et donc là, on va pouvoir créer une police de caractères. Donc ici, je clique du droit, créer, police ici. Vous pouvez mettre la police que vous voulez. Moi, je vais l'appeler FNT score. Ok, vous avez toutes les polices que vous voulez. Je vous mets la mienne en description. Celle que je vais utiliser pour le tuto, c'est VT323. Voilà, elle a une allure assez rétro. Ok. Je vais mettre 48 là pour voir.
FNT score, là on est bon, Ok, la taille ici, le nom. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans mon objet qui dessine le score, avant de dessiner le texte, je vais utiliser la fonction ici, draw set font, ok, et ça va définir la police de caractère. Et là, je vais préciser FNT score, ok. Si je lance le jeu maintenant pour tester, voilà, c'est déjà un peu mieux. Impeccable. Le problème, c'est que lorsque le jeu restart, vous voyez, le score se met pas à 0. Donc là, le score, on va le remettre à 0 à chaque fois que ça touche. Donc dans l'objet joueur, au contact ici, avant le game restart, on va dire score est égal à 0. Et ça va remettre le score à 0. J'essaye. Voilà, score est égal à 2. Et s'il y a contact, hop, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'ai pellet score plus. Hein. Eh ben oui, parce que je l'ai mis que quand ça touche les... Oh là là, ça y est, je suis fatigué aujourd'hui. Je l'ai mis que quand ça touche les Little Rock ici. Donc dans notre objet joueur, ici, ça remet le score à 0 pour les Little Rock, mais il faut pas que j'oublie pour les Big Rock. Voilà. Donc là, c'est impeccable. Le score est égal à 2. Si je touche un rocher, il se remet à 0, que ce soit un gros, hop, ou un petit. Impeccable. Bon, ben on a déjà un jeu qui est fonctionnel, on peut déjà s'amuser à essayer de faire du score, d'accord. Dans le prochain épisode, on va remettre un petit peu tout ça au propre, parce qu'il y a des manières de pas recopier notre code 2 fois comme on l'a fait, donc on va apprendre les scripts pour remettre notre code un petit peu au propre. Une fois que le code sera plus propre, on va créer un menu démarrer pour le jeu et un menu game over pour pouvoir relancer le jeu sans qu'il restarte de manière un petit peu sale comme ça. Au début du jeu, les quatre astéroïdes ici sont créés au bord de l'écran. Donc on va créer un script spécial pour la création des objets pour pouvoir ranger un petit peu mieux notre code. Et une fois ça, on aura un jeu totalement fonctionnel. Et à partir de là, on rajoutera un petit peu de polish en rajoutant par exemple des particules lors des tirs ou des particules lors du contact avec les astéroïdes, etc. Donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. À tout de suite.